Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour et bienvenue dans ce débat sur le journalisme de données politiques. Je m'appelle Marianne Bouchard. Je dirige une ONG de développement média spécialisée dans le journalisme de données et l'innovation web qui s'appelle Haïda. Et j'ai l'honneur de modérer cette session de débat aujourd'hui. Merci à tous d'être présents ce matin aussitôt déjà. Nous sommes là pour parler de cet art, ce sport presque, grâce auquel les journalistes utilisent des données pour traiter de sujets en lien avec la politique. Le journalisme de données, c'est souvent défini comme une spécialité qui consiste à trouver, analyser et transmettre des faits souvent chiffrés sur des sujets parfois complexes, et la politique en fait partie. Dans cette session, on va entendre le récit d'expérience de 3 experts d'exception, j'ai envie de dire. Karen Bastien, cofondatrice de We Do Data, une agence de narration de données fondée en 2011, qui produit des projets innovants en termes de journalisme de données et qui va partager avec nous des projets en lien avec la politique. Julien Kostrech, à mes côtés, spécialiste des médias et directeur de West Media Lab, qui organise des hackathons et produit également des projets data très innovants, notamment autour des élections présidentielles et législatives. Il nous parlera des enseignements que lui et son équipe ont retenus de leurs divers projets. Et enfin Simon Malfato, qui travaille à l'AFP depuis 2015 et qui, depuis l'année dernière, est adjoint à la chef du service infographie et innovation. Il faut savoir que l'AFP réalise chaque jour une vingtaine de graphiques explicatifs, dataviz et carto, qui sont traduits en 6 langues de travail de l'AFP. Simon va nous expliquer comment une agence de presse intègre le data à sa couverture dans un temps de production très très réduit, par le biais d'exemples, notamment cartographiques, pour les fans de QGIS dans l'audience. Chacun de nos orateurs vont faire en fait une présentation de leur travail d'une dizaine de minutes, de leur vécu en tant que journaliste de données sur des thèmes politiques, et ensuite on passera à une partie débat où est-ce qu'on va discuter de problématiques en lien avec la data et la politique, avant de passer à vos questions juste après. Voilà. Donc sans plus attendre, n'est-ce pas, notre première oratrice, Karen Bastien. Bonjour. Alors attention, parce que j'ai besoin de mes 2 mains, parce que je suis devant un PC, donc autant dire qu'on est mal parti. Donc le micro va rester là. J'ai réussi à faire rire Marc, tout va bien. Comme Marianne m'a présenté, je ne vais pas le faire. Je vais juste présenter rapidement We Do Data, peut-être un peu plus pour ceux qui ne le connaissent pas, sachant que du coup, on est un petit peu atypique par rapport à un média classique ou une agence comme l'AFP. Puisque effectivement dans cette agence que j'ai cofondée il y a 10 ans déjà, on a essayé de réunir effectivement des profils de data journalistes, de data scientists, donc des profils d'ingénieurs aussi, notamment un ingénieur centralien, pour mixer avec des designers et des développeurs et des motion designers un peu toute la gamme des métiers qui aujourd'hui concourent au data journalisme et à la production de formats. Parce que c'est vrai que le data journalisme, on pourrait faire aussi se dire on peut faire du data journalisme et écrire derrière, on n'est pas obligé de produire des formats visuel. Il faut savoir quand même que la data a une telle magnifique expression, qu'elle soit cartographique ou en visualisation. On sait que ce sont des portes d'entrée incroyables. Donc c'est vrai que ce qui m'a intéressée dans We Do Data avec l'équipe, c'est justement d'avoir en fait toute cette gamme de métiers au sein de la même agence pour pouvoir travailler. On ne travaille pas que pour des médias, c'est effectivement ce qui nous agite tous les jours, mais c'est vrai qu'on s'est fait fort aussi, et je pense que en tout cas c'est comme ça qu'on s'est positionné. On essaye aussi de servir l'open data en France, donc on travaille avec beaucoup de collectivités locales, d'ONG, de fondations, de chercheurs, climatologues, sociologues, démographes,
tout un tas de personnes qui produisent de la donnée libre et qui souhaitent en fait aller jusqu'à vous. Donc vous, futurs journalistes, vous, lecteurs, et qui souvent ont besoin de ce dernier kilomètre, puisque souvent, je répète, ma mère ne se lève pas en téléchargeant un tableur Excel sur une plateforme open data. Donc pour lui parler, eh bien, en fait, voilà, nous, on essaye de raconter ces données. C'est pour ça qu'on parle de narration de données. Donc là, à la demande effectivement des assises, je vais vous montrer 2 projets plus spécifiques à la politique, mais ce n'est pas notre seul sujet. Mais voilà, je pense qu'ils pourront bien compléter ce que vont présenter Simon et Julien. Alors, attention Karen, n'aie pas peur, c'est un PC. Alors, le premier projet que je voulais vous présenter, c'est un projet un peu au long cours qu'on a fait pendant 1 an avec le média indépendant Les Jours, que vous connaissez peut-être, sûrement. J'espère que vous êtes tous abonnés. Donc, l'intérêt des Jours, pour nous, c'était, vous savez, ils travaillent sur des séries, ils appellent ça des obsessions. Et c'est ça qui nous intéressait, c'est justement, peut-être par rapport à ce que Simon va présenter, où il y a cette production dans un flux d'actualité, c'est que nous, on est décorrélé de l'actualité. On essaye de prendre du recul, on a ce luxe. Alors on peut l'avoir avec Les Jours qui justement est sur ce travail au long cours. Donc avec eux on s'est posé la question, donc on était presque un an et demi après l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, et on s'est dit comment on va raconter cette première année en data. Et pourquoi en data? C'est parce qu'on s'est dit que Emmanuel Macron en arrivant, il arrivait avec des nouvelles têtes politiques, il arrivait avec une nouvelle façon de faire de la politique, en tout cas la prétention d'eux. Et on s'est dit comment ça se mesure, comment ça se traduit aujourd'hui à l'Assemblée nationale ou dans la façon dont aujourd'hui on voit les débats. Donc on a utilisé plusieurs types de sources un peu différentes des sources habituelles. Et je vais essayer de vous montrer juste quelques sources effectivement peut-être un peu plus atypiques que les sources classiques de résultats d'élections, etc. Donc on a fait 8 épisodes. Et dans cet espace, ça s'appelle Adata sur la politique, puisque on ne se lasse pas des jeux de mots au jour. Alors, les 4 grandes sources qu'on a utilisées dans ces 8 épisodes, c'est Wikipédia, qui est une source peut-être que vous connaissez en tant que lecteur, mais il faut savoir qu'en data, on l'utilise, en tout cas on a un gros potentiel parce que Wikipédia est une source ouverte, c'est-à-dire aujourd'hui sur n'importe quel article de Wikipédia, ce n'est pas ouvert qu'aux data journalistes, vous pouvez aller voir combien de fois l'article a été modifié, par qui, à quelle heure, etc. Donc en fait c'est vraiment, non seulement c'est une encyclopédie libre et ouverte, mais qui est également transparente sur ses coulisses. Et donc c'est ces coulisses qu'on est allé voir pour voir un peu les pages des politiques et qu'est-ce qui s'y passait. Twitter, parce que Twitter aujourd'hui c'est une arène politique, c'est-à-dire que dès qu'on a envie de dire un truc, on le dit sur Twitter, quand on est politique en tout cas. Et donc on s'est dit qu'est-ce qu'on fait avec cette nouvelle matière. Donc là aussi on l'a exploré de différentes façons. Et puis 2 sources qui peuvent paraître plus classiques puisque disponibles en open data, les questions au gouvernement, mais qu'on a essayé d'utiliser d'une autre façon, et puis les votes à l'Assemblée nationale qui sont aussi des données en open data et qu'on a essayé d'utiliser un peu différemment. Sur Wikipédia, on a produit 2 articles. Un premier article sur qui modifie les pages des députés et qui les protège, puisque du coup Wikipédia, il y a des administrateurs, il y a des gens qui sont là pour essayer de régler effectivement ce qu'on appelle du vandalisme, on appelle ça du vandalisme sur Twitter. Il y en a qui arrivent, qui enlèvent tout ce qu'il y a sur la page, donc ils ont des petits robots qui viennent récupérer les pages. Quand c'est un vandalisme assez grossier comme ça, pour eux c'est assez facile. Ils ont même mis en place, voilà, la page est rétablie quasiment dans la seconde. Par contre, on va voir, il y en a qui viennent modifier juste des petits mots de temps en temps. Ça c'est un vandalisme beaucoup plus subtil et c'est intéressant de le suivre. Et puis aussi d'aller voir en fait, est-ce que l'audience de Wikipédia, elle peut prouver un peu la notoriété d'un député aussi. Donc on a fait ces 2 épisodes, je ne vais pas les passer complètement, mais... Marianne. Oui. Non, je rigole. Je vais y arriver. Ouais, c'est ça. Excusez-moi. Excusez-moi, c'est très laborieux pour une data journaliste. C'est horrible. C'est horrible. Non, je ne l'avais pas ouvert. L'erreur, tu vas dire. Alors, cet épisode. Donc là, c'est le baromètre de la notoriété. 2 petits mots sur le format aussi.
les jours nous ont permis aussi de faire un format très différent de ce qu'ils font d'habitude. Ils ont des articles avec alors, beaucoup de photos, etc. Et là, on avait développé pour cette série un format dit de story, c'est-à-dire qu'il soit, donc là vous le voyez sur un desktop, mais sur votre mobile, il avance comme une story. Donc là, je vais avancer avec les flèches. En fait, vous voyez, donc il y a ce petit bouton. Et une fois que je suis rentrée, même la façon de rédiger est très différente. Donc c'est un article vraiment en story, en fait. Donc une écriture aussi très particulière, un gros travail sur l'image aussi, au-delà de la data vis qu'on va voir. Donc voilà, vous voyez. Donc c'est vraiment un format d'écriture aussi pour nous qui était différent, mais c'est ça qu'on aime aussi, c'est travailler la data, mais aussi comment la raconter un peu différemment. Et on sait que le format joue beaucoup. Donc là, sur ce format de story, donc voilà, là on a pris l'exemple de François Ruffin. Et voilà, donc comme je vous le disais, sur Wikipédia, on peut tout récupérer. Donc je vous parlais des modifications d'un article, mais également l'audience de chaque page, chaque jour, chaque minute. On accède à tout ça. Donc là, on voit l'audience de la page de Ruffin pendant 1 an. On voit qu'il y a des pics. Et tout l'intérêt pour nous de ce format de story, c'est de pouvoir vous amener de la donnée, mais de façon, vous voyez, très pédagogique, en fait. Voici un graphe. Oh, il se passe des choses. Non, je l'exagère un peu. Je te fais un petit gif, parce que quand même, c'est une story. Et puis là, on a comparé, vous voyez, Google Trends et une page de Wikipédia sur François Ruffin. Je n'ai rien contre Google, mais vous pouvez voir que finalement, Wikipédia donne un graphique quasiment similaire. Vous savez, on a toujours beaucoup de problèmes à expliquer Google Trends, parce qu'en fait, c'est une unité pas si facile que ça à expliquer. Alors que là, en fait, on dit audience d'une page Wikipédia. Et on se rend compte qu'en fait, il y a une corrélation parfaite entre les deux. Parce que Wikipédia est le premier résultat dans les recherches de Google. Tout à fait, aussi. Mais du coup, en fait, c'est un petit peu. En fait, ça montre aussi la pertinence de regarder finalement une audience de Wikipédia, alors que c'est pas forcément un indicateur qu'on pense à regarder pour la notoriété. On a fait Manuel Valls, même expérience. Adrien Quatennens, Aurore Berger, voilà, on avait pris quelques exemples. Ça, c'était un peu pour, on va dire, peut-être poser notre sujet et dire, regardez, c'est un indicateur auquel vous n'avez pas l'habitude de regarder, mais il peut être intéressant. À l'époque, quand on a fait, c'était Cédric. Depuis, il est, je pense, très très bas dans la notoriété, mais en tout cas, au bout d'1 an, il était très très haut. Et on avait le top des classements des députés en pages les plus visitées. Donc ça, on pourrait le faire chaque jour, chaque mois. Comme je vous disais, l'audience est disponible. Et puis après, on a commencé à explorer différents pics, en fait, et expliquer après des graphes plus classiques, mais qui vous montrent, en fait, maintenant, si je prends tous les députés par parti politique, lesquels sont les plus visibles. Bon, bien sûr, La République En Marche, mais qui a plus de députés. Et puis, après, plus de visites, plus de modifications, et c'était le lien vers l'article qui suit, mais du coup, je vais passer vite. On remarque aussi quand même que, effectivement, plus un député a une notoriété, plus sa page, en fait, est aussi modifiée, parce qu'en fait, ça incite je vais continuer sur le terme de vandale, parce que je ne sais pas là comment l'appeler, mais en tout cas, ça incite certains à venir faire des modifications un peu plus régulière. Donc voilà, par exemple, Wikipédia, c'est une source peut-être auquel on ne pense pas ou pas assez, alors qu'elle raconte pas mal de choses. En fait, là, je vous en parle sur les députés. On a fait une grande enquête aussi dans la revue dessinée, ce trimestriel d'actualité en BD, et on a fait analyse de 2 ans de ce qui s'est passé sur la page des Gilets jaunes sur Wikipédia. Ça a été la page la plus vandalisée. Voilà. Et c'est intéressant, c'est à travers finalement l'histoire d'une page, on peut raconter beaucoup de choses aussi, et en data, puisqu'on accède à toutes les données. Donc en tout cas, je vous conseille de ne pas sous-estimer, ou en tout cas de regarder Wikipédia d'un autre œil, puisque c'est une source de data qui peut être potentiellement intéressante. Twitter, oui, Twitter, c'est quand même la grande arène aujourd'hui politique. Donc là aussi, Karen, je vous jure. Donc Twitter, on peut l'explorer de 1001 façons, puisqu'en fait Twitter, ça dit énormément de choses. Il y a le contenu du tweet,
il y a l'heure du tweet, à quelle heure, etc. Mais il y a également les followers, qui follow qui. Donc là, cet épisode, il est dédié à ça. Donc je vous le disais, cette série, elle est sortie 1 an après l'arrivée d'Emmanuel Macron. Et on sait que quand il est arrivé, il y a une sorte de recomposition politique qui s'est faite, puisqu'il est arrivé venu un peu de nulle part. Où était-il? À gauche, à droite, au centre? Qui allait le suivre, etc. Et on s'est dit, tiens, en regardant les followers au sein de l'Assemblée nationale, quel député suit qui? Est-ce qu'en fait, on peut regarder un peu cette nouvelle galaxie, cette nouvelle recomposition politique à travers le prisme de Twitter, en ayant bien conscience que c'est peut-être par le petit bout de la lorgnette, mais on va voir qu'en fait, avec, vous allez voir un graphe de réseau avec qui follow qui après 1 an de mandat, on voit finalement une recomposition politique assez flagrante de finalement ce qui se passait également dans l'hémicycle. C'est assez étonnant. Donc, dans cet épisode, yes, je speed. Toujours dans l'idée aussi de la story, très pédagogique, on rentre souvent par un député. C'est-à-dire, au lieu de vous balancer le gros graphe de réseau qu'on va voir à la fin, et regarde, il y a des liens partout, c'est très joli, on rentre par un député et on essaye pédagogiquement de dire, tiens, qu'est-ce qui se passe? On va prendre un député qui s'appelle Thierry Solaire, qui utilise énormément Twitter pour faire différentes choses. On montre différents tweets. Et puis, on montre sa vie compliquée parce qu'il suit. Donc, hop, son positionnement, c'est qu'il suit énormément. Il est suivi par énormément du groupe En Marche. Donc, les petites bulles que vous voyez, c'est d'autres députés. Et puis, comme il a bougé dans sa vie politique, il a encore ses anciens amis, les Républicains, qui continuent de le suivre. Voilà. Et finalement, il est au centre d'une galaxie entre les Républicains et les En Marche. Et il se retrouve un peu au milieu. Et là, en fait, ça permet de faire rentrer pédagogiquement dans cette... Souvent, les graphes de réseau, c'est assez impressionnant. Vous en avez peut-être vu. Et là, en fait, la story, ça permet de rentrer dans, effectivement, à la galaxie, les systèmes de couleurs et les liens. Et puis là, après, on explique, effectivement, on prend d'autres exemples, comme Richard Ferrand, qui est plus vers La République En Marche, François de Rugy. Voilà. Donc, on vous explique le graphe. Et à la fin, vous allez pouvoir accéder au graphe interactif et chercher votre propre député. Donc l'idée de la story et de regarder ces histoires de followers, c'est de se dire que ça peut aussi montrer une autre façon de regarder la politique en regardant les liens Twitter. Et on le voit, je vais aller vite, juste ici pour que vous voyez. Voilà, par exemple, Manuel Valls, il est assez intéressant aussi. On parle des biais, parce que je pense que c'est important dans tout travail, notamment sur Twitter, de bien regarder aussi les limites de cet exercice. Voilà. Et là, en fait, ici, vous cliquez et vous pouvez accéder à la visualisation et votre propre député. Voilà. Donc ici, vous pouvez chercher votre député et vous allez aller le voir ensuite. Voilà. Vous allez pouvoir vous balader et voir où il est. Et je finis sur... Tu m'as dit 3 minutes 2 minutes 30 secondes maintenant. Allez, je vais refinir sur ce qu'on a lancé hier, parce que c'est encore Twitter, mais c'est un autre format. Donc pour changer un peu de... Je pense que la notion de série sur les jours, vous avez compris. Donc hier, on a sorti un bot Twitter. Là, l'idée qu'on avait, c'était donc pendant tout le mandat d'Emmanuel Macron, chaque mois, on a aspiré tous les tweets des députés. Donc on a 50 tweets des députés. Donc on a plus de 2 millions de tweets. Pourquoi on a fait cet exercice? Souvent en data, notamment sur des sujets comme ceci. Quand il y a de l'open data, c'est cool parce qu'on a un historique. Mais sur Twitter, il faut savoir que l'API de Twitter nous bloque parce qu'en fait, on ne peut pas aspirer des années et des années, notamment en quantité. Et donc, comme pour tout journaliste, vous savez, quand on arrive à la fin d'un mandat, on a tous envie de faire un peu retour sur. Et ben, au début d'un mandat, nous maintenant, on fait la liste de tous ceux sur quoi on ne veut pas avoir de regrets. Et on le scrape, en fait, on l'aspire, pardon. Le data journalisme de politique ou autre, c'est aussi de se constituer ses bases. Hein, parce que si on veut raconter des histoires, il y a l'open data, c'est super, mais il y a aussi les bases qu'on peut se créer. Et notamment sur Twitter, on n'a pas voulu se faire avoir. Donc on a récupéré ces 2 millions de tweets. Et en fait, l'idée, c'était de vous donner accès à ces tweets, mais d'une façon originale, pas de vous raconter l'histoire, mais que vous puissiez en fait l'explorer de façon assez simple. Donc il vous suffit d'aller maintenant sur Parlement Tweet, qui a été lancé hier, et en fait, vous parlez au bot. Donc en fait, il vous suffit de l'interpeller, vous faites @parlementtweet, et vous pouvez lui demander n'importe quel terme que vous voulez voir. Par exemple, l'évolution du terme Covid dans tous les tweets des députés. Alors bien sûr, hein, là aussi, il faut regarder, c'est un périmètre
assez spécial. Ça ne veut pas dire que c'est une politique d'un groupe parlementaire, mais ça veut dire comment ces députés de ce groupe politique ont le nombre de fois qu'ils ont exprimé tel ou tel mot. Et donc voilà, donc sorti hier. Donc hier, on a été bloqué à un moment parce qu'en fait, il y avait trop de requêtes. À 3000 requêtes, en fait, Twitter vous bloque pendant quelques heures. Voilà, donc on a été bloqué hier pendant quelques heures, parce qu'au lancement, c'est assez classique. Et on va dire l'originalité qu'on a essayé de faire. Aujourd'hui, il y a pas mal de bots sur Twitter, mais la plupart des bots, en fait, vous vous abonnez à un compte et tous les jours, vous avez un petit message automatique. Ce n'est pas vous qui choisissez. Nous, on voulait que les gens interrogent le bot et aient une réponse en data vis, parce que c'est notre métier. Donc là, en fait, vous voyez, donc là, depuis ce matin, vous l'interrogez. Il y a quelqu'un qui a voulu savoir le mot littérature. Je trouve ça très beau. Depuis, voilà. Et il obtient le graphique. Donc, soit un graphique d'évolution. On peut demander également juste, là, apparemment, depuis ce matin, il demande voilà, l'évolution du mot migration. LOL, parce que... Ah, je ne vais pas m'inscrire à Twitter, là. Ah oui, j'ai pas mon compte, là. Je clique ailleurs. Je reload. Ok. Bon, forcément, depuis hier, il y a tout. On a vu prout, quinoa, viande. Il y a une grosse obsession sur la nourriture. Les gens veulent vraiment savoir s'il y a un mouvement vers le végétarisme. Mais vous voyez, grand remplacement, etc. Donc là, l'idée, c'est vraiment de vous donner la main sur cette base de 2 millions de tweets sans être trop impressionné. Il vous suffit de parler à un bot et d'avoir la réponse en image. Voilà. C'est pour vous montrer voilà, des sources très, très, très variées, peut-être plus atypiques, mais de dire aussi que la data en politique, on peut trouver des angles décalés, justement, avec des sources un peu décalées et moins chaudes, parce que c'est moins notre métier aussi, et il faut l'AFP, ou WeDoData à la limite. Mais voilà, c'est pour vous montrer qu'on peut parler de politique avec des angles un peu différents, en allant voir un peu des sources un peu différentes. Ouais, plus à l'aise, hein. Il est où, Simon? Il est là. Et les chaises musicales. Voilà, alors, moi j'ai mes notes là. Alors ben oui, effectivement, on est bien complémentaires, je pense, parce que moi je vais vous parler... Je peux mettre en plein écran. Ouais, c'est comme ça? C'est ça. Ok, voilà. Moi je vais vous parler de la manière dont à l'AFP on utilise les données, sur le cas précis de la présidentielle, avec nos contraintes à nous, qui n'ont absolument rien à voir, évidemment, avec des médias qui peuvent se décorréler de l'actualité. Nous, comment intégrer la donnée à une agence de presse mondiale qui tourne 24 heures sur 24, qui doit livrer un certain nombre de produits à nos clients, hein, les médias. Alors déjà, on est soumis à des contraintes qui sont propres à l'AFP et qui sont quand même très fortes, qui vont contraindre notre usage. Un temps de production qui est réduit. On peut faire, à l'AFP, on fait des longs formats, des choses qui prennent du temps, etc. Mais ça, c'est en plus. Il faut que tous les jours, dans mon service, comme tu l'as dit Marianne, on sort une vingtaine de graphiques sur tous les aspects de l'actualité. Donc sur la présidentielle, on n'y déroge pas non plus. Il faut que ça aille relativement vite, il faut que ça dépote, il faut qu'on réagisse à l'actualité parce que c'est là qu'on nous attend en premier. Et il faut que nos clients, les médias, aient du choix. Moi, une chose à laquelle je tiens dans le service infographie de l'AFP, c'est que nos abonnés puissent choisir leurs propres angles dans une offre qui est pas pléthorique, mais qui est quand même assez fournie. Voilà, pas contraindre les médias à suivre uniquement un angle qui serait proposé par l'AFP. La fiabilité des infos, évidemment, pour tous. La fiabilité aussi du système technique. Je vais vous parler de la carte interactive qu'on a faite pour les élections, qui a été distribuée dans un certain nombre de médias. Ça ne peut pas tomber en panne, en fait. Donc, on est obligé d'avoir des redondances dans les systèmes, des infrastructures qui sont assez lourdes, mais voilà, qui nous contraignent. Au niveau de la visualisation, on a besoin aussi d'avoir une charte graphique quand même assez neutre. Il y a des projets qui sont magnifiques, mais qui ont évidemment une identité visuelle extrêmement forte, et c'est super. Nous, on est un petit peu frustrés de ça parce qu'on ne peut pas. Il faut quand même qu'on puisse parler à tout le monde. Donc ça veut dire aussi, donc, au niveau du graphisme, mais également au niveau du choix des visualisations,
On ne peut pas non plus faire des graphiques complètement délirants qui pourraient être passionnants mais qui ne parleraient pas forcément à tout le monde. Ou alors on peut les faire à condition qu'on ait déjà de base fait les graphiques plus simples que tout le monde peut comprendre, et là on peut s'autoriser à faire des cartes en anamorphose et des choses géniales, mais voilà, on perd un petit peu des gens quand même. Voilà. Et donc je vous l'ai dit, c'est un certain nombre de graphiques chaque jour. Voilà, donc dans tout ça, on a donc des figures imposées, des bâtons, des cartes, et puis un espace de manœuvre dont je vais vous parler un petit peu. Alors premier exemple qu'on a vécu sur la présidentielle, c'est les sondages. Les sondages, c'est un débat à chaque fois. Comment on traite les sondages, nous, médias? Est-ce que les sondages se trompent? Est-ce que, voilà, comment on fait? C'est un débat incroyable à chaque fois. Alors nous, je vous présente la solution qu'on a choisie. Je ne dis pas que c'est la meilleure, mais c'est la nôtre. Premièrement, récupérer la donnée. Déjà, à l'AFP, on veut que ce soit survérifié, fiable, etc. Donc, on récupère les données sur la commission des sondages, mais on les récupère manuellement. Donc ça peut paraître un peu délirant, les gens, des pros du scrapping ou quoi, mais comme ça, au moins, on relit tout le temps. Donc on reprend les PDF des sondages et manuellement, on a une personne qui relit tout. On avait fait ça sur le Covid aussi, pendant 2 ans. Chaque jour, on a récupéré les chiffres de tous les pays qu'on a vérifiés nous-mêmes. On considère que ça fait partie de notre travail de l'AFP de double-checker les datas. Quels instituts de sondage on choisit? Ça aussi, c'est un grand débat. Lequel va être fiable? Voilà. Donc on en a retenu 8, si je me souviens bien, les principaux, évidemment. Et puis maintenant, comment les comparer? Alors voilà, on a eu des débats. Est-ce qu'on fait une moyenne? Alors si vous faites une moyenne, la moyenne des résultats des sondages, vous gommez les marges d'erreur. Ok, bon, alors est-ce qu'on va faire une méthode de régression linéaire? Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? On se prend la tête. Bon, c'est super, mais c'est hyper compliqué. Bon, ok, stop, on appelle les chercheurs. Et les chercheurs nous disent, non mais en fait, ça marche pas, votre idée elle est nulle. Voilà. Donc stop, on arrête les frais et on choisit de faire comme ça des nuages de points qui ont pour moi l'avantage de montrer également la marge d'erreur. C'est-à-dire que là, chacun des sondages est unique. Vous avez 1 point par sondage. Et autour, vous avez cette petite zone de couleur plus light, voilà, qui vous montre la marge d'erreur de chaque sondage. C'est à mon sens la manière la plus prudente, c'est la manière la plus prudente qu'on a trouvée pour parler d'une matière, les sondages, qui évidemment est hyper suivie, mais tout de même garder la méfiance nécessaire, dans le sens, voilà, des marges, par exemple, vous voyez très bien au 2e tour, vous vous souvenez, oh là là, les marges d'erreur se croisent. Ok, alors qu'est-ce que ça raconte? Dans combien de sondages? Là, on voit quand même vraiment une impression visuelle qui raconte bien, en fait, finalement, la campagne. Donc, au final, on était assez content de ce qu'on avait pu faire. Je vous parle rapidement aussi des packages qu'on a pu faire, les packages des séries de graphiques qu'on a pu faire avant la présidentielle, avec la problématique comment éviter de se faire imposer un agenda. Et ça, c'est une problématique qui, à mon avis, elle est hyper importante, évidemment, pour tous les journalistes. Mais en data, je me demande si elle n'est pas encore plus importante, en fait. Pourquoi? Parce que le chiffre, la donnée, c'est souvent érigé comme valeur de preuve. La donnée, voilà, c'est un chiffre, donc c'est vrai. Voilà. Et nous, c'est une chose dont il faut qu'on se méfie, en fait, vachement. Donc comment on fait pour quand même parler de la campagne sans... voilà, quand Macron parle de la retraite, est-ce qu'il faut vraiment sortir la série de graphes sur la retraite? Alors, nous, notre choix, il a été simple. 5 semaines, 5 séries de graphiques thématiques, voilà, en couvrant, selon nous, un certain nombre de thématiques importantes de la campagne. Je veux que tu me fais signe, Marianne? Non, je croyais que acquiescer ce que tu dis. Excuse-moi. Non, mais j'apprécie. Bon, maintenant, on arrive au temps de l'élection. Alors, au temps de l'élection, enfin, au jour J de l'élection. Nous, notre pilier dans notre couverture, c'est la carte interactive. Donc là, il n'y a pas de froufrou, il n'y a pas de... Voilà, il faut que ce soit carré, il faut que ça marche. Ça peut être frustrant, évidemment, pour nous et pour nos devs et pour nos graphiques, parce que finalement, ce que j'appelle les froufrous, c'est quand même ça qui nous permet d'être créatifs, de trouver des idées originales et qui est génial. Mais voilà, là, on fait notre travail de service, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on fait une carte qui doit être fiable, qui doit fonctionner. Voilà. Ce qui ne nous empêche pas, pour le coup, de développer des nouvelles choses. Cette carte, par exemple, c'est pour la première fois une carte qu'on a réussi à faire, dont on a réussi à faire en sorte qu'elle se remplisse en temps réel au niveau de la commune. C'est-à-dire à l'écran,
sans recharger la page, etc., vous aviez les communes qui se remplissaient en direct, etc. Vous avez le classique, la possibilité de rechercher votre commune, vous avez possibilité de passer du premier au second tour, etc. Voilà. Ça, c'est un gros boulot d'anticipation pour nous, parce que quelques semaines, mois avant l'élection, il faut aller récupérer les données du ministère de l'Intérieur, qui ne sont pas forcément présentées dans un format très très sympa. Donc il faut des développeurs qui vont remettre ça en forme, etc. Et puis nous, toujours avec nos contraintes de l'AFP, ça va être comment on mutualise nos moyens. C'est-à-dire que nous, on produit des infographies fixes, des infographies interactives, des vidéographies, des petites séquences vidéo animées qui partent sur le fil vidéo de l'AFP, tout ça relié à la data. Donc la problématique supplémentaire de nos développeurs à ce moment-là, c'était créer un fichier de données à partir du ministère qui va pouvoir être utilisé sur tous ces formats-là. Donc vous voyez là, on commence à voir un petit peu à quel point c'est une grosse architecture, une grosse machine qu'il faut faire tourner, et encore une fois, qui ne doit pas tomber en panne. Cette carte-là a été hébergée dans plusieurs de nos clients, jusque sur des médias italiens, etc. Donc forcément, il faut là qu'on blinde le truc pour que ça fonctionne. Voilà. Et donc ensuite, comme je vous disais, ces données-là, elles vont alimenter des infographies fixes avant, pendant et après le vote. Donc la nuit de l'élection, en gros, c'est une trentaine de cartes et graphiques pour nous. Alors ça va du graphique de base, le graphe en bâton, voilà, tout bête, à des cartes déjà plus complexes, effectivement avec QGIS, qu'on aime beaucoup. Et donc là, notre besoin, notre problématique, c'est faut que ça aille vite, il faut que ce soit pertinent, il faut qu'on réagisse à ce qui va se passer. Donc il y a deux choses. Il y a ce qu'on peut anticiper. Les cartes que vous voyez là, c'est clairement des cartes qu'on peut anticiper. On sait qu'on va les faire avant. Donc on prépare, ok, donc on a des gabarits. Une fois qu'on aura les données, nanana, ça c'est des cartes, elles peuvent être sorties en un quart d'heure. Voilà. Et encore une fois, sans rien sacrifier évidemment à la fiabilité. Donc ça fait qu'on doit avoir beaucoup de réflexion en amont. Les couleurs, le placement des choses, les seuils aussi, les seuils de couleurs. Où est-ce que je vais placer mes bornes pour avoir une carte qui est visible. Donc ça, c'est la partie qu'on peut anticiper. Et puis, il y a la partie, qui est à mon sens la plus palpitante, c'est la partie où on s'adapte, où on réagit à ce qui se passe. Et là, on est dans notre travail de data journaliste à fond, puisqu'on va aller regarder dans les données ce qu'on va détecter d'intéressant. Est-ce qu'il y a des tendances intéressantes? Quel type de graphique je vais faire pour l'illustrer? Alors, il y a des choses qui sont plus ou moins anticipables. La montée du score FN, c'est pas non plus une immense surprise. Mais n'empêche qu'il faut quand même aller le chercher dans les données. Donc, voilà, on se prépare à récupérer le fichier, comment je vais l'analyser. Et là, pour nous, c'est pas compliqué. C'est l'outil le plus simple que je connais. Donc, c'est du Excel. Voilà, je regarde, je fais des filtres. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des choses intéressantes, etc. Et donc, cette adaptation, ça prend deux formes chez nous à l'AFP. Premièrement, la production de graphiques spéciaux, voilà, dédiés aux tendances qu'on va détecter la nuit de l'élection, mais également par la suite. J'en parle juste après. Et puis une collaboration avec, notamment là, le service politique. Et ça, c'est un aspect aussi très important du fait de faire rentrer la data à l'AFP, c'est-à-dire qu'on est dans une démarche de démocratisation de la donnée. C'est en cours, ça se passe plutôt bien, au Redac aussi, mais c'est encore en cours. Donc ça veut dire que c'est encore un processus, voilà, où on collabore de plus en plus. Et là, on a collaboré par exemple avec le service politique. Ça peut paraître tout bête, mais on a pu leur sortir très rapidement les communes dans lesquelles Éric Zemmour avait fait son meilleur score dans les communes de plus de 5000 habitants. Et donc ça a fait quoi? Ça a déclenché un reportage du service politique là-bas. Dans le papier, finalement, il n'y a pas vraiment de données, mais parfois la donnée, elle est importante justement en amont pour identifier un terrain, donner l'info à nos collègues, qui eux, après, voilà, savent où y mettre les pieds et voient des choses intéressantes. Donc ça, c'est aussi un point auquel on tient énormément dans notre pratique de la data à l'AFP, c'est de créer des synergies et de montrer à tous, de plus en plus, que la donnée peut être intégrée à chaque aspect d'une couverture. Voilà. Et puis, voilà, donc je vous parlais de l'analyse qu'on fait en infographie après le vote. Je vous mets quelques exemples ici aussi, où là, voilà, on va croiser des données. Pareil, il n'y a rien de
hyper compliqué, hein. On prend les résultats du vote, on prend des données de l'INSEE, mais on va quand même regarder des choses qui sont intéressantes. C'est-à-dire qu'on va comparer le score de Macron et Le Pen en fonction du revenu médian des communes, ici. On voit bien que plus une commune est aisée, plus elle vote Macron. On va comparer ça par rapport... On va comparer ça par rapport à la taille des communes et à leur typologie, rurale, urbain, etc. Et dans notre production de graphiques, je vous disais au début, ces graphiques-là, on les envoie pour que nos clients, les médias, puissent s'en saisir. Ça, c'est aussi une chose à laquelle je tiens. Ces graphiques se tiennent par eux-mêmes. Vous les regardez, vous pouvez comprendre quelque chose. Mais ils ouvrent aussi des portes. Ils ouvrent des portes. Ils pourraient tous mériter un bon gros papier d'analyse qui va avec. Certains ont été faits par notre service politique, d'autres non, parce qu'on n'a pas non plus le temps de tout faire. Mais voilà, dans notre offre data, c'est ça qu'on veut faire aussi, c'est de développer et d'ouvrir des portes pour d'autres personnes qui verraient ces données. Voilà, donc pour conclure rapidement, donc chez nous, la couverture politique en données, c'est beaucoup d'anticipation, un petit peu d'adaptation, utiliser les outils les plus simples qu'on connaît, questionner, je vous ai dit, je passe un petit peu vite, mais questionner la pertinence et ce que nous racontent les données, se méfier en fait, hein, pour les sondages, comme pour une espèce d'agenda politique, se méfier de ce qu'on met en avant au niveau des données, et puis former ces équipes, développer l'utilisation de la data. À l'AFP comme ailleurs, on est dans ce processus infini et tellement plaisant d'apprendre toujours, de découvrir des nouveaux outils. Et encore à cette élection, ça s'est vérifié, on a trouvé des nouvelles techniques, on a appris des nouvelles choses, et c'est ce qui fait qu'on aime tant ce métier, c'est qu'à chaque fois, on apprend quelque chose. Voilà. Merci beaucoup. Merci. On va continuer notre jeu de chaises musicales avec Julien, POS Media Lab. Évidemment. Je sais pas si c'est un plein écran. Oui, moi ça me va. Bonjour à toutes et à tous. Alors moi je vais être un petit peu en décalage par rapport à vous deux, parce que contrairement à Karen et Simon, moi je ne suis pas data journaliste. Je suis plus modestement activateur peut-être de data journalisme et d'innovation dans les médias. Je suis le responsable de West Media Lab. Je vais prendre juste une minute peut-être pour vous expliquer ce que c'est. On existe depuis bientôt 10 ans, on est une association, on regroupe des médias notamment qui sont au cœur du lab, des médias de proximité en particulier, mais aussi des établissements d'enseignement supérieur, des collectivités, des agences, quelques startups. Et le but est d'accompagner les médias en particulier dans leurs projets de développement, de transition et d'innovation. Donc un peu un activateur ou accélérateur. Donc on fait de la veille toute l'année, notamment sur l'info de proximité, pour repérer des projets innovants et inspirants. On a maintenant un temps fort aussi chaque année, et là ce sera la 4e édition, 21-23 septembre, c'est le Festival de l'info locale. Ça réunit des médias de proximité dans toute leur diversité, qui viennent de toutes les régions et de plusieurs pays européens étrangers, et qui viennent échanger sur leurs bonnes pratiques. On a également un dispositif d'incubateur de médias, là, qui est actuellement en pause. On a accompagné une quinzaine de médias dans leur phase d'émergence ou de pivot, et on est en train de réfléchir actuellement à un nouveau dispositif. On fait de la formation plutôt au numérique, et le data journalisme a été surtout les 5 premières années un sujet sur lequel on a formé beaucoup de professionnels et d'étudiants. Et nous faisons des hackathons, c'est un peu aussi notre signe distinctif, une marque de fabrique depuis le début. Chez nous, on les appelle les HibLab. Voilà, c'est une compression de hybride et lab. Hybride parce que depuis le début, on s'est dit qu'il serait intéressant, qu'il est intéressant de faire cohabiter, travailler ensemble des métiers, des profils différents. Et donc le hackathon permet de le faire en intelligence collective sur un temps court. Et donc concrètement, depuis 2013, on met ensemble des professionnels des médias,
des journalistes notamment, qui vont travailler pendant 3-4 jours avec des étudiants en design, en informatique ou sur d'autres écoles de com ou de médias, et qui vont produire des projets ensemble. Finalement, le IBLAB 24 éditions, on en a fait surtout dans l'Ouest, hein, dans nos terres, là, sur Nantes, sur Rennes, sur Angers notamment, ce qui fait quand même 2000 participants là, depuis le début. À chaque fois, c'est une centaine de participants qui vont se répartir grosso modo en une dizaine d'équipes. Voilà, 220 projets qui ont été réalisés. On est vraiment sur le IBLAB dans une démarche d'expérimentation et de prototypage, ce qui nous différencie de vos démarches qui sont vraiment professionnelles, avec une diffusion, un enjeu de diffusion au bout. Nous aussi, on essaie de diffuser les projets, mais sur le IBLAB, c'est un hackathon. On peut aussi échouer. Tous les projets n'aboutissent pas, même s'il y en a quelques-uns qui sont intéressants, vous verrez. Voilà, je vous le disais, l'objectif avec ces hackathons, c'est d'hybrider les compétences, notamment design et informatique, et même aujourd'hui, hein, alors il y a 10 ans quand on a commencé, c'était clairement le cas à chaque fois, mais même aujourd'hui encore, c'est parfois une découverte pour les journalistes de travailler avec ces profils. Et le IBLAB permet de mesurer un peu le potentiel, de mesurer le temps que ça prend de travailler dans ce type de configuration, de se comprendre, de construire un projet aussi collaboratif avec ces différentes compétences. Donc c'est une bonne manière de mettre le pied à l'étrier. Et là, je vois sur la photo, là-haut, on a Vincent Lastonette là, du Télégramme. Il est venu au IBLAB avec un projet et ça a clairement servi à lancer ensuite la rubrique Dataspot, qui est toujours sur le Télégramme, hein, qui est une des rubriques phares sur le data journalisme local. Donc on sert vraiment à ça. On est plutôt sur des projets de narration, mais on a aussi des fois des projets un peu plutôt tournés service. Hein, et évidemment, ça sert aussi à créer des liens. Et les rédactions peuvent rencontrer aussi des étudiants et repérer des bons éléments et leur proposer ensuite des stages ou du boulot. Et puis on considère qu'en faisant ça avec les écoles aussi, on forme les professionnels de demain. Donc voilà un peu les cases que l'on veut cocher sur le IBLAB. Les terrains de jeu, on en a plusieurs. Le data journalisme est quand même un terrain de jeu, on va dire, assez propice et évident pour cette rencontre de métiers de compétences. Donc on en a eu pas mal je dirais plutôt sur la databilisation que le data journaliste. Il y a des projets journalistiques, d'autres qui étaient plus à visée de com et qui vont utiliser aussi la data vise. Et on en a fait un certain nombre sur les élections, ce qui vous raccrocher aussi à la thématique qui nous occupe aujourd'hui. Alors je vais prendre le temps de vous montrer quelques projets. Alors vous avez en tête que ce sont des projets qui sont faits, souvent apportés avec des journalistes qui parfois viennent avec un travail déjà ou des connaissances ou une culture de la data, mais pas toujours. Parfois ils découvrent un peu les choses en même temps que les étudiants. Que les gens qui font ça ne se connaissent pas. Donc quand même sur la première journée, il faut apprendre à comprendre ce dont chacun est capable et s'autoriser à aller sur le terrain de l'autre aussi. C'est-à-dire que le graphiste, le web designer, il peut avoir des idées éditoriales, le journaliste peut poser des questions en termes d'interactivité. Enfin voilà, tout le monde est amené à contribuer. Et puis on les fait sur un temps court, je disais 4 jours à peu près, donc les résultats sont plus modestes, même si on essaye aussi d'anticiper un peu les choses avant le démarrage du IBLAB. Alors je vais vous montrer... ouais, parce que je suis à 5 minutes. Ouais, c'est ça ce que j'avais prévu. Non, je vais aller rapidement sur les projets. Premier projet sur la présidentielle 2017. C'est la première élection présidentielle, me semble-t-il, où on avait accès au jeu de données des parrainages des candidats. Donc nous, on avait repéré que ce jeu de données allait être mis à disposition et on l'a amené sur les IBLAB. Et Ouest France s'en est emparé et a formé une équipe avec les étudiants, la galaxie des parrainages. Donc avec alors on peut se promener hein, dans la galaxie. Voilà, là j'ai choisi le candidat Fillon. Donc on a un ensemble de menus qui permet
d'explorer en fait le profil des parrains, par mandat, par sexe, par couleur politique. Voilà, on a également l'âge, la CSP, population, et qui permet aussi de comparer le candidat Fillon, par exemple, au candidat Dupont-Aignan. Voilà, donc là il y avait une interface qui était très aboutie où chaque point représente un parrainage dynamique. C'était le petit effet waouh qui fonctionnait bien sur ce projet, qui donnait, à mon avis, c'était pas que du wow, ça donnait vraiment envie d'aller explorer. Et après, voilà, on est sur une interface plus d'exploration. Ensuite, Ouest France a fait plusieurs articles à partir de ce travail, a diffusé ce projet, a fait plusieurs articles d'analyse sur les parrainages. Autre projet, celui-là a été réalisé avec France 3 Pays de la Loire, toujours en 2017, mais sur les législatives. Ils sont partis sur l'idée que les internautes seraient intéressés pour savoir comment les députés en Pays de la Loire ont voté, et un peu de quel député on peut être le plus proche. Donc on s'est inspiré du Qui est-ce, hein, ce jeu auquel on a tous, l'équipe a eu cette idée, je crois, assez géniale. On a tous joué et on abat les cartes, et puis petit à petit on voit, il en reste un, et on a deviné de quel député il s'agit. Donc le jeu est très simple. Voilà, on a une série de questions. Je pense que ce ne sont pas toujours les mêmes. Donc, est-ce que vous validez les choix budgétaires pour la France? Oui. Et là, on a un certain nombre de députés qui disparaissent. Étiez-vous député? Cumuleriez-vous, si vous étiez, cumuleriez-vous plus de 2 mandats? Voilà. Et on continue sur différentes questions. Alors là, je suis contre. Là, une petite réglette pour savoir le temps de présence qu'on souhaiterait consacrer si on était député à l'Assemblée. Et à la fin, mon député idéal, en l'occurrence, c'est Marc Goua. Et là aussi, derrière, on a une petite interface qui permet d'aller chercher un autre député sur sa circonscription, par exemple, et de comparer leur profil et les principaux votes qui sont représentés ici par des pictos qui ont été les leurs. Et donc, on peut rejouer. Et voilà, c'est assez plaisant aussi de voir que le projet, il est toujours stable. 5 ans après, ça marche toujours. C'est parce que des fois, il y a des librairies qui ne fonctionnent plus, etc. Donc, alors, tous les projets sont en open source, hein, et vous les retrouvez sur le site. Ceux qui ont abouti, la plupart ont abouti, les 2 tiers aboutissent. Et il y en a un bon tiers qui sont vraiment intéressants. Ils sont sur le site du LibLab. Autre projet, celui-là a été fait sur les municipales. Alors là, pour le coup, on n'est pas avec des statistiques, à la différence des 2 précédents, avec des chiffres, hein, ou des statistiques. On est plutôt sur le code électoral, qui a été un petit peu digéré. Et ils ont proposé un petit jeu autour de l'info, un news game. Voilà, donc je vais m'appeler JK. Ma liste électorale, ça va être... en avant toute. Hop. Enfin, si je fais des fautes de frappe en plus, c'est pas grave. Donc on petit rappel des règles du jeu. Et là, on va me mettre dans la situation d'un candidat à l'élection municipale. Et je confrontais à différentes situations. Et j'ai 2 barres, 2 curseurs. Il y en a une, c'est un peu sur la prise de risque, le point d'exclamation. Et l'autre, l'euro, c'est évidemment sur les dépenses de campagne. Et je ne dois pas dépasser la jauge pour pouvoir aller au bout. Donc là, je vais cliquer un petit peu n'importe quoi. Hein. À chaque fois, par contre, on explique. Hein, il y a des explications sur les choix. Et puis, on peut passer à une question suivante. Donc, les dons d'association. Alors, je vais accepter les dons. Je vais faire de l'apport personnel. Je vais laisser le maire... voilà, alors, il y a différents scénarios à chaque fois. Une vidéo qui récapitule les meilleures réalisations de son mandat. Je fais ça. Donc ça me coûte un peu d'argent. Vous voyez, je suis dans les clous, mais ça me coûte de l'argent. Je prends des dons multiples. Et puis, je prends aussi des dons en espèces jusqu'à 10 000 €. Là, ça, j'avais pas le droit, manifestement. C'est pour ça que la barre est montée. J'ai perdu.
j'ai pas été au bout du petit jeu. Et en fait, derrière, il y a des chiffres clés, il y a des explications sur les règles de financement des campagnes, et on peut rejouer la partie. Donc c'est un petit jeu assez simple. La partie dure une dizaine de minutes, et on est confronté à différents scénarios à partir de données qui sont issues du code électoral et de procédures aussi de cas de justice. Et pour terminer, je ne sais pas si je suis bien sur le minute promis par projet. Là, sur la dernière élection présidentielle, alors il y avait de nouvelles contraintes. On voulait toucher davantage les jeunes. Et donc, on s'est dit qu'il fallait que ce soit sur mobile d'abord, d'où ces formats verticaux. Toujours avec France 3, là, il y a eu un projet sur l'Anjou. Donc, c'est un jeu sur les votes, comment on a voté aux dernières élections sur le département. Donc c'est des petits quiz, et puis là je tape ma commune, on va mettre Trélazé par exemple, voilà, c'est parti, et j'ai une série de questions. Alors des fois c'est évident, des fois c'est plus simple, voilà. Alors à Loire-Othion, il faut connaître ce qui arrivait en tête, Sarkozy ou Ségolène Royal. Donc l'idée de France 3, c'était aussi de permettre à des néo-habitants de voir comment leur commune avait pu voter par le passé, de découvrir un peu leur commune. Et puis, on a une série de questions à Trélazé. Je vais mettre François Hollande, bravo. Et donc là, de temps en temps, on peut gagner des trophées. Voilà, la médaille du roi René, ici. Voilà. Et on a une petite interface où on va retrouver ici ces trophées quand on les a remportés. Et sinon, on perd des vies. Voilà. C'est un petit quiz, mais qui a vraiment été pensé dans une interface graphique et ludique. Et puis, dernier projet, zut, c'est pas grave, il revient. Celui-là a été fait par le Telegram, aussi avec les tweets, pour le coup, des candidats à l'élection présidentielle. Alors, ils avaient anticipé effectivement les choses, ils avaient aspiré pas mal de tweets, constitué une base de données, et tout le travail avec les étudiants, c'était de trouver une interface agréable pour explorer la campagne, vivre la campagne à travers les tweets. Donc, on a 45 secondes pour répondre à un maximum de questions. C'est ça le jeu. Donc là, il faut savoir qui a dit, cher Jean-Luc Mélenchon, quand un fasciste vous parle de l'expulsion d'1 million de personnes, le problème pour vous est logistique. Bon, on va dire Jadot. On a les résultats après. Hein. Donc là, je vais répondre au hasard. On a un certain nombre de questions. Oui, ça va prendre mes 45 secondes. Et à la fin, en fait, on a un score. Je crois qu'on peut enregistrer son score aussi. Et puis, ensuite, une fois qu'on a fait cette phase un peu engageante de jeu, on arrive plus sur la phase d'exploration, où là, vous allez le voir, on peut sélectionner les candidats, voir quels sont leurs top tweets, quels sont le tweet le plus populaire de la semaine, etc. Donc là, j'ai 3 sur 4, je ne sais pas comment j'ai fait. Voilà, je peux partager. Et puis, je vous disais, les top tweets, voilà, à ce moment, apparemment, c'est Florian Philippot. Et on peut explorer différents sujets aussi, pour voir sur différents sujets quel est le candidat. Et aller chercher les tweets les plus populaires voilà, qu'on peut faire défiler. Donc c'est une façon de vivre la campagne. Voilà, et pour terminer, ah oui, alors j'avais fait tout ça au cas où il n'y aurait pas de connexion, jamais trop prudent, donc je vous le défile très rapidement. Les leçons qu'on tire, rapidement, moi je pense qu'on pourra en reparler dans les échanges. Nous on voit qu'il y a encore, même au bout de 10 ans de hackathon, on a toujours des enjeux sur la diffusion de la culture de la donnée. Dans les médias et dans les écoles, c'est quand même encore une découverte. Et tous les réflexes ne sont pas encore acquis, même si maintenant on a des journalistes, des data journalistes en poste, il n'y en a pas encore dans toutes les rédactions. L'intérêt, c'est d'avoir aussi le regard des jeunes. Je pense que sur le dernier projet, on le voit bien, on les laisse s'emparer aussi avec leur regard, leur culture des sujets politiques, et d'aller prendre les données aussi qui, eux, peuvent les intéresser. On a eu droit à une course façon Formule 1 dans les sondages aussi, des choses auxquelles on n'aurait pas pensé, je pense, forcément du côté des rédacs. Des problèmes de données, on va en reparler aussi, qui restent souvent limités ou incomplètes, surtout quand on travaille en local. Je pourrais y revenir, vous donner des exemples. Et quand même aussi, on le voit sur les projets, certains projets, là, celui sur les parrainages au début ou d'autres,
font partie souvent à la fin de l'année des projets qui ont eu le plus de visites ou de temps d'engagement sur les sites des médias. Donc il y a un intérêt qui ne se dément pas pour la data et la data vise en particulier. Voilà ce que je pouvais vous raconter ce matin. Merci. Super. De votre attention. Merci beaucoup à nos 3 orateurs. Bravo pour cette présentation. On va passer maintenant à une phase d'échange, de discussion entre nous. On a préparé plusieurs thématiques à parcourir ensemble. Il nous reste une petite demi-heure de session, donc on va peut-être pas réussir à faire tous les points qu'on avait mentionnés avant. On va piocher et improviser. Ma première question, justement, pour rebondir sur ce que tu disais juste avant, c'est justement, est-ce que vous trouvez que la politique, le sujet politique, en fait, est favorable plus que d'autres à l'application du journalisme de données? Est-ce que, pourquoi est-ce que c'est un sujet particulier et plus adapté peut-être que d'autres au data journalisme? Moi, je ne sais pas s'il est plus adapté. C'est un temps fort, la politique, pour les médias. Donc, et à chaque élection, on voit qu'il y a des innovations éditoriales. C'est un temps d'accélération pour l'innovation. Et après, je pense que ce sont des sujets aussi où on peut aller sur la partie recherche, aussi sur la politique, mais il n'y a pas une dimension de données scientifiques qui est trop complexe à aborder, donc peut-être que ça se prête assez bien. Puis on est familier de tout ça, parce que des cartes, des résultats électoraux, des cartes, des camemberts, on en voit depuis très longtemps quand même sur les élections. C'est peut-être un sujet plus facile à aborder pour les journalistes au départ et pour le public, c'est comme ça que je le vois. Du coup, oui, je rejoins Julien. C'est pas forcément plus adapté. Je pense d'ailleurs que la politique, ça a longtemps été du texte, des discours, du blabla. Et que je pense que, à part les moments d'élection où il y a cette espèce de sanction du chiffre, en fait, du résultat, il n'y avait pas beaucoup de data en dehors du moment électoral. Et que du coup, maintenant, grâce à l'open data, c'est-à-dire on peut avoir la présence de nos députés, même si c'est un indicateur un peu complexe. On peut avoir toutes les questions au gouvernement, les thématiques. En gros, on peut relire aujourd'hui l'activité, notamment parlementaire ou sénatoriale, à travers de la donnée. Alors qu'avant, effectivement, c'était en fait une masse d'informations textuelles dont forcément, on n'arrivait pas forcément à faire ressortir les tendances. Donc peut-être qu'en dehors de ces temps d'élection, il y a une nouvelle façon d'aborder. Et puis notre arène Twitter en plus, quoi. Je suis assez d'accord. Et puis c'est vrai qu'on progresse quand même. On est de plus en plus nombreux à travailler sur la donnée. Et donc on se rend compte de plus en plus que l'objet data, en fait, il est partout. Et tu parlais des bases de données que vous avez constituées, mais on peut en constituer plein, des bases de données. Et on se rend compte que la data, c'est pas forcément du chiffre. On l'a bien vu dans les quiz, etc., que tu nous as montré aussi. C'est une manière de faire de la donnée. Et j'ai envie de dire, comme partout, c'est un pilier supplémentaire sur lequel on doit marcher pour traiter la politique. Ouais. Oui, justement, on parle de données. Je sais qu'on doit avoir des étudiants, des jeunes journalistes dans la salle qui nous écoutent. Est-ce que vous aurez des conseils sur où trouver ces fameuses données politiques pour vos différents projets? Où est-ce que vous les trouvez? Déjà, c'est les sources officielles, voilà, les sources officielles qui, elles aussi, progressent quand même dans la manière de publier ces données. Je pense que vous serez d'accord, on a quand même le sentiment d'être un petit peu plus en plus entendu sur nos besoins, sur la manière. Il y a une certaine coordination qui se fait entre les sources, notamment institutionnelles, et nous, en termes de besoins. C'est un truc tout bête, mais sous quel format on peut récupérer les données. Et puis, il y a tout ce qui a été montré là, de créer ses propres bases, de pas rien s'interdire, en fait. Et je pense que de moins en moins, ou de plus en plus, des barrières tombent sur ça. Ouais. Oui, donc effectivement, il y a les portails open data, que ce soit data.gouv, qui normalement centralise tout, mais après on peut aller voir sur le portail de l'Assemblée nationale, du Sénat. Il faut savoir effectivement que le chemin, je fais ma vieille, mais il y a 10 ans, c'était dingo ce qu'il n'y avait pas. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant, parce qu'il faut quand même souligner le travail incroyable d'une association comme Regard Citoyen,
qui ont été les premiers à, par exemple, sortir le site qui continue de fonctionner tant bien que mal, nosdéputés.fr, nossénateurs.fr. C'est-à-dire qu'au départ, c'était des initiatives citoyennes qui ont poussé effectivement le gouvernement et notre monde institutionnel à mieux publier les données, avant même les médias, il faut quand même l'avouer. Les médias français, il y a 10 ans, n'étaient pas encore sur ce sujet-là très matures, notamment sur la politique. Et effectivement, du coup, Regard Citoyen, par ces échanges, en faisant ce site et ces sites qui fonctionnent toujours, je vous conseille aussi La Fabrique de la Loi, c'est un travail exceptionnel fait par des citoyens pour montrer que voilà, on peut raconter la fabrication d'une loi entièrement en visualisation de données. Et en tout cas, voilà, c'est l'initiative que je souligne parce qu'on parle de politique et ils ont joué un grand rôle. Mais effectivement, l'open data aujourd'hui n'a plus rien à voir avec il y a 10 ans. Ça progresse, mais il faut continuer à demander des choses, des formats exploitables rapidement, etc. Mais ça progresse, ouais. Et justement, on parle du mot open data. À quel point vous y arrivez, ça, hein, d'à la fois publier les projets eux-mêmes, que ce soit pour l'AFP ou pour vos projets interactifs avec d'autres médias, et aussi les data. Est-ce que vous avez cette ambition de partager les données que vous utilisez dans vos projets? Si c'est le cas, comment vous le faites? Et si ce n'est pas le cas, pourquoi? Nous, en général, on s'appuie sur l'open data, donc voilà, on remet le lien vers le jeu de données qui est ouvert. Et effectivement, s'il y a eu un travail ensuite sur ces données, parce qu'elles ont été simplifiées ou raffinées, etc., et que ça a donné lieu à un autre jeu plus simple, on encourage aussi à le mettre à disposition. Enfin, tout est en licence open source au Creative Commons sur les projets du eBlab. Donc après, voilà, pour les médias, je vais laisser peut-être la parole à l'AFP ou à Karen. Non, juste un petit mot sur Twitter parce que c'est assez particulier. Donc, par exemple, là, sur Parlement Tweet, on ne peut pas mettre cette base de 2 millions de tweets à disposition, tout simplement parce que comme on l'a scrappé au fur et à mesure, il y a des tweets qui ont été supprimés depuis. Et aujourd'hui, la jurisprudence fait que si là, on mettait à disposition cette base de tweets, on pourrait être attaqué puisqu'il y a des tweets qui ont été supprimés. Et nous, en fait, on ne peut pas rechercher dans la base manuellement. Enfin, en tout cas, voilà. Donc, c'est pour ça qu'on ne la met pas à disposition. Par contre, à chaque fois que vous interrogez le bot et qu'il vous fait une réponse en database, on vous donne accès à 10 tweets aléatoires, mais pas la base. Mais c'est vrai que c'était notre volonté au départ, parce que je pense qu'effectivement, les data journalistes, en général, hein, dans le monde, sont vraiment dans cette culture du partage, parce qu'on sait tous que c'est très compliqué, on a tous les mains dans le cambouis tous les jours, et on n'en peut plus des fichiers qui sont mal nettoyés. Et du coup, quand on peut en tout cas faire profiter à la communauté, on le fait. Donc voilà, là c'est une limitation en fait de jurisprudence, mais sinon c'est vrai que c'est plutôt l'état d'esprit, c'est de redonner pour que ça progresse, quoi. C'est vrai que nous, l'AFP, c'est toujours particulier. Voilà. Mais on a quand même effectivement cette envie qu'on explore de partager les données. J'ai pas trop parlé des outils qu'on utilise, mais pour les outils, c'est un petit peu la même chose. C'est un mélange de code maison, de choses ouvertes, etc. Voilà. En termes de partage de données, on a aussi ces questions de juridiques. Qu'est-ce qu'on peut partager, repartager? Comme nous, on a quand même un statut un petit peu particulier. Nos clients, c'est les médias. Comment faire si on partage quelque chose pour garantir l'équité, etc. Bon, pour le moment, ça se fait en bonne entente. Quand on a des clients qui demandent comment vous avez fait ça, etc. Les données, on les partage, on les envoie, on trouve toujours une manière. Mais effectivement, on explore, et ça fait partie des choses sur lesquelles on peut et on veut progresser, des manières de favoriser effectivement cette open source auquel on tient tous, je confirme. Merci beaucoup. J'aimerais parler des problèmes. Des problèmes et des échecs. D'abord, en vous demandant, c'est quoi le problème récurrent que vous rencontrez en travaillant sur des projets de journalisme de données politiques? Le truc qui revient à chaque fois et qui est toujours problématique. Moi, c'est peut-être un petit peu plus large, mais du fait de mes contraintes de rapidité, d'adaptation, etc., le principal problème, c'est qu'il n'y a pas tant de standardisation que ça, en fait, dans les fichiers. Voilà. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va traiter un projet, il va quand même souvent falloir réapprendre quelque chose. Voilà. Ne serait-ce que lire le fichier qui a été mal codé et dont les entêtes sont cachées dans un fichier de métadonnées. Parce que le système de collecte des données évolue et donc Parce que le système de collecte et de publication des données n'est pas uniforme, en fait. Voilà.
Donc on va récupérer des fichiers à des formats différents, avec beaucoup de nettoyage à faire, etc. Donc ça, c'est voilà, pour une utilisation AFP, encore une fois, la donnée au quotidien, mon principal problème, c'est celui-là, en fait. Voilà. Je vois un autre souci, enfin, il y en a plein, mais en politique, nos amis politiques bougent. Ils sont députés un jour, ministres un autre jour, puis plus rien, puis ils s'en vont, ils reviennent, ils vont dans leur circonscription, ils deviennent suppléants du truc. Enfin, en tout cas, voilà, c'est très difficile de les suivre. En fait, quand, en tout cas, vous êtes sur du temps long. Nous, c'est vrai qu'on a, de façon complémentaire à l'AFP, nous, on est plutôt sur du temps long, c'est ce qui nous intéresse. Et donc, en fait, ça nous oblige à un énorme travail de compilation par nous-mêmes de nos bases, mais en plus, c'est pas juste, je parlais du scrapping, donc il y a un petit côté, on a l'impression que nous on fait enter et puis hop, il y a des petits robots qui travaillent, puis nous on attend, et puis voilà, on va prendre un mojito et c'est bon. Pas du tout, c'est que pendant ce temps-là, il y a aussi monitorer plutôt manuellement à ce député. Il a fait quoi? Ah, il a changé de groupe, parce qu'il change de groupe aussi. Donc il change de groupe. En tout cas, sur le temps long, il y a aussi ce monitoring des humains, parce que voilà, la politique fait qu'ils bougent, et qui, sans cette information cruciale, fait qu'on pourrait sortir des données complètement biaisées et fausses. Donc il y a aussi un travail, après c'est un travail journalistique, on ne va pas s'en plaindre, mais un travail aussi manuel qu'il ne faut pas sous-estimer en data politique. Rapidement, parce que c'est assez, je suis d'accord avec vous, je pense que c'est complémentaire aussi. Nous, on a beaucoup de projets en local, sur les e-labs avec des médias locaux. Et en local, on va rencontrer d'autres difficultés. Par exemple, sur les résultats des élections, je discutais il y a 2 semaines avec un journaliste qui était en train de redessiner les contours des bureaux de vote, parce que les bureaux de vote, ils changent. Et après, pour pouvoir faire des croisements, des analyses intéressantes entre les données INSEE, par exemple, et les résultats des élections, il faut pouvoir redessiner les choses. Et ça se fait à la mano, quoi. Et un autre exemple qui me vient aussi en local, c'est les délibérations. Je pense à un très beau projet qui s'appelle Radar de Médiacité, où ils analysent les délibérations qui sont des conseils municipaux ou métropolitains. Bon, on tombe encore sur des PDF qui sont des images. Donc, donc ça pose des problèmes d'extraction des données dans des documents qui sont peu exploitables. Et voilà, on a souvent des problèmes à l'hyper local, où plus on descend dans le détail, plus on perd en fait de la qualité de données, ou d'arriver sur des petites collectivités qui n'ont pas des documents exploitables. Et justement, est-ce qu'on pourrait parler des précautions à prendre en fait, lorsqu'on s'attaque à un sujet sur la politique en général, mais plus particulièrement quand on veut utiliser des datas pour écrire un article ou faire un projet de data vis ou de cartographie? Est-ce que vous auriez des conseils sur les précautions à prendre avant de s'y lancer? Ce que tu disais, Karen, sur la part d'humain, c'est hyper important en fait. Effectivement, ça on le sait quand on le fait, on s'en rend compte en fait. C'est impossible de faire travailler un robot à notre place en fait. Ce que fait le robot, c'est complémentaire de ce que nous on fait, mais ça va tirer des fils, ça va nous permettre à nous d'avoir des idées, mais il y a une part d'humain qui doit forcément être là, ne serait-ce que pour vérifier que le robot fait son travail, quoi. Voilà. Donc ça, c'est fondamental. Et puis la deuxième chose que je mentionnais tout à l'heure, c'est faire très attention à jamais ériger la donnée en preuve, en fait, en preuve absolue, Et ça, je pense que plus on travaille sur des données, quelque part, plus on s'en apprend à s'en méfier, en fait. Et quand on dit qu'on peut faire dire ce qu'on veut aux données, quelque part, c'est vrai. Donc, l'éthique et notre éthique et notre déontologie fait qu'intégrer la donnée à tout un faisceau de techniques journalistiques qui font, en complément du reportage, du terrain, de l'interview, fait qu'on aura un produit complet. Mais se reposer uniquement sur la donnée, quelque part, c'est un petit peu dangereux, je pense. Oui, le conseil, c'est d'avoir une bonne culture politique. Effectivement, c'est un peu la difficulté aussi du data journaliste qui, comme le disait Simon, en fait, on apprend tous les jours. C'est-à-dire, moi, au bout de 10 ans, j'apprends tous les jours encore. Et c'est pas fini. Et effectivement, c'est ce qui, je pense, nous intéresse particulièrement dans ce métier où il y a un fort apprentissage de la technique au service de l'information. Et donc, du coup, c'est très difficile pour nous quand on fait un sujet data politique, puis le lendemain, data écologie, puis data culture et data, d'être spécialiste dans tout.
Donc c'est vrai que pour la data politique, il y a sa culture politique, mais je dirais s'appuyer sur sa rédaction. Simon parlait des collaborations avec les rédacteurs de l'AFP. Nous, effectivement, dès qu'on est avec un média sur le sujet politique, mais n'importe lequel, mais là, comme c'est notre sujet, je me rappelle d'un dossier sur les municipales qu'on avait fait avec La Croix. Moi, j'ai trouvé ça hyper enthousiasmant de voir ce dialogue entre nous, ce qu'on voyait dans les données, ce que le ou les journalistes de la rédaction de La Croix avaient comme culture politique des municipales. Et en fait, c'est en croisant qu'en fait, on a créé des choses. Donc, c'est aussi s'appuyer sur les rédactions et ne pas croire qu'effectivement, le data journaliste, parce qu'il sort la donnée, comme disait Simon, tout d'un coup, c'est la vérité. C'est vraiment de mixer la culture politique, l'expérience des rédacteurs et ce que les données peuvent identifier comme tendance, comme chose qui peut-être était passée inaperçue dans le radar jusqu'ici, quoi. Et puis on parlait de l'anticipation aussi, avec toi Simon, juste avant. Quelle est la part justement d'anticipation comparée à la part d'impro sur le tas pendant les événements politiques? À quel point vous réussissez à préparer à l'avance En fait, on va sans toujours faire la même chose. On va anticiper plusieurs scénarios, en fait. Voilà. Quand c'est vraiment des trucs comme ça, gros sur la présidentielle, c'est OK, s'il se passe ça, on fait ça. S'il se passe ça, on fait ça. Globalement, on couvre 90% du sujet. Et puis, OK, il se passe un truc vraiment étonnant, on se tient prêt à... voilà. On se tient prêt également à répondre à des questionnements de nos collègues du politique qu'on n'aurait pas non plus, nous, anticipé. Parce qu'on n'est pas dans leur tête. Voilà. Donc la part d'anticipation, elle est énorme sur tout ce qui est prévisible comme événement. En réalité, on peut quasiment tout baliser en amont. Hein. Ouais. Est-ce qu'il y a déjà eu un projet justement que vous aviez peut-être anticipé en amont ou alors sur lequel vous aviez commencé à travailler, qui vous emballait vachement et puis en final ça n'a pas du tout marché ou ça n'a même pas du tout été publié? Et pourquoi? Oui, moi je peux répondre, on en a eu plein. Non, parce que souvent on part sur des intuitions et comme le disait Karen, nous on encourage chaque fois les équipes à aller confronter ça à des experts. Alors ils peuvent être dans la rédaction parfois, mais ça peut être aussi d'aller voir les chercheurs qui ont pu travailler sur ces sujets. Je pense à la qualité de l'air par exemple. Voilà, il y avait un projet sur l'étude des pics ou sur la fiscalité locale, des choses qui sont faites d'une complexité folle avec des réformes ou des indicateurs qui sont mal compris. Puis dans les phases de développement, à un moment d'arriver à des choses qui, en les confrontant des experts, dire maintenant c'est un contresens, vous faites complètement erreur dans l'analyse, ou vous avez oublié, il y avait un champ qui était vide et vous avez pensé que c'était 0, mais non en fait c'est juste que la donnée n'est pas existante et ça peut tout changer. Enfin, on a plein d'exemples où on a pu vérifier qu'il fallait les confronter le projet à différentes phases à des experts. Je pense juste, et du coup ça rejoint ta question tout à l'heure sur la qualité des données. On voulait faire tout bêtement, dans notre idée là, de scraper un maximum de choses pendant 5 ans, les agendas politiques. Ça nous paraît être basique, c'est-à-dire tiens, pendant 5 ans, où est-ce qu'ils sont allés, à l'étranger, en France, en rural, en urbain. Et donc on avait beau prendre les sites officiels de notre président, notre Premier ministre, etc. En fait, on s'est rendu compte au bout de 6 mois qu'ils étaient totalement faux. En fait, ils ne sont jamais mis à jour en ligne. Donc le matin, il y a un agenda qui est annoncé, mais en fait, ça change une semaine avant, et ils ne les remettent pas. Donc en fait, on scrapait dans le vide. Voilà, on n'a pas pu utiliser cette donnée. Donc ça, voilà, on peut se dire, là aussi, c'est un peu parfois se méfier des idées reçues. On se dit, c'est un truc basique, c'est un agenda, ça va le faire. Et voilà, la surprise de l'agenda qui n'est jamais mis à jour. Et donc, on scrape n'importe quoi. Voilà. Merci beaucoup. Alors, il nous reste une dizaine de minutes avant la fin de cette session. Est-ce qu'on a des questions dans la salle ou des remarques, des angoisses? Le micro, c'est juste pour l'enregistrement, puisque c'est enregistré. Oui. Déjà, qui est-ce qu'on a dans la salle? En levant la main, est-ce que vous pourriez vous identifier les étudiants en journalisme? On a pas mal, ouais. Attention, c'est un data. Qui se définit comme data journaliste dans la salle? Pas encore.
Pas encore. Si, tout à bout. C'est en cours. Très bien, en cours de chargement. Oui. Oui, bonjour. Alors en fait, on est au CFJ, la formation Data Journalisme. Et en fait, j'avais une question sur la CADA. Quels sont en fait vos rapports avec la CADA et peut-être plus particulièrement l'AFP, comme vous êtes au fait de l'actualité chaude? Est-ce que vous faites des recours auprès de la CADA? Est-ce que vous obtenez satisfaction? Comment ça se passe? Est-ce qu'avec vous, ils sont plus gentils qu'avec nous? Est-ce qu'avec nous, ils sont plus gentils? Je ne sais pas, parce que justement, on n'a pas le temps, nous, de faire ça. Donc c'est vrai que je regarde ces trucs-là, je me dis que j'aimerais bien le faire, mais en fait, j'ai pas le temps, tout simplement. On pourrait redéfinir la CADA pour ceux qui ne connaissent pas. C'est la commission d'accès aux documents administratifs. Il faut savoir que ce n'est pas du tout une commission qui est née avec le data journalisme, parce que si je ne dis pas de bêtises, elle date dans les années 70, puisque en gros en France, tout citoyen a le droit d'accéder aux documents administratifs. Et il fait une demande auprès de cet organisme, la CADA. Et puis du coup, effectivement, les data journalistes se sont engouffrés finalement dans cette institution qui était disponible pour tout à chacun, même ma mère finalement. Elle revient normalement deux fois. Elle n'ouvre pas les Excel, mais elle peut faire une demande à la CADA. Et c'est vrai que les data journalistes se sont engouffrés effectivement dans cette porte ouverte en se disant tiens, ce document, moi, on aimerait bien y avoir accès, comme tout citoyen. Et voilà, après, c'est très long. Il faut savoir qu'il y a un site qui s'appelle Madada qui vous permet de mutualiser vos demandes. Il y a quand même aujourd'hui, les data journalistes s'organisent autour de cet outil pour faire des demandes un peu plus massives, régulières, etc. Et moi, ce que j'ai pu voir, après avoir testé plusieurs fois des demandes, c'est effectivement, ça met des mois, voire des années. Mais par contre, si tu dis à ton interlocuteur, qui donc est producteur de ce document que tu souhaites avoir, je viens de faire une demande à la CADA, normalement, comme il sait qu'il va perdre, mais dans X mois, ça peut lui faire peur et des fois, il lâche, en fait. Donc ça vaut le coup, en fait, c'est même pas, il faudra attendre de toute façon cette décision, mais de le faire savoir à ton interlocuteur, parfois, ça accélère quand même le mouvement. Voilà, il faut le tenter. Mais c'est lent. Mais on gagne normalement à la fin. Il ne faut pas être dans du show d'AFP, quoi. Est-ce qu'on a d'autres questions, d'autres remarques dans l'audience? Non. Alors justement, on parle de l'accès à l'information, qui est une thématique qui n'est pas intrinsèque à la France, en fait. C'est applicable dans beaucoup de pays. Ça marche plus ou moins bien en fonction de l'endroit où on se trouve. Et ça me permet justement de parler au-delà de la France et du journalisme de données sur la politique française. Qu'est-ce qui fait notre spécificité en France en termes de données, en termes de peut-être même de la façon dont les sondages fonctionnent ou dans la façon dont le public perçoit les chiffres en lien avec la politique, comparé avec ce qui se passe dans d'autres pays, notamment aux États-Unis. C'est le premier exemple qui me vient en tête parce que le système de sondage est vraiment différent et qu'il y a eu l'échec, si on veut, des présidentielles à l'époque entre Clinton et Trump, où les sondages mettaient Clinton en tête jusqu'à la fin, et ça a été la surprise générale. Ce qui a du coup mis une petite claque à toute la communauté journalistique en se disant mince, les sondages, c'est vrai qu'en fait, il faut faire attention. Bah oui, Simon, forcément. Oui, je sais pas, c'est vaste. Comment dire je me demande si quand même, après c'est peut-être de mon point de vue, quand on est en France, ça me paraît quand même relativement carré en France. Ne serait-ce que sur la transmission des résultats des élections, au moins on a une centralisation qui est faite par un ministère, avec des données qui sont republiées, etc., dans un temps hyper court en réalité, puisque à 20h30, la carte interactive de l'AFP était remplie à la moitié et les trois quarts, c'est-à-dire 1h30 après la fermeture des bureaux de vote dans les petites communes. Donc voilà, aux États-Unis, le système où c'est AP, et puis alors il faut payer pour s'abonner au flux, on parlait d'open data, un résultat d'élection, est-ce que ça ne devrait pas plutôt être un bien commun et donc accessible à tous? D'un autre côté, on peut comprendre que AP, qui fait le travail à la place des autorités, ait besoin d'être rémunéré. Voilà, de mon point de vue, ça va être... ouais, ça va être ça, ouais.
Et puis sur les sondages, je pense que tu as raison, l'exemple américain, je pense j'espère, sonner un peu une petite alerte, un petit warning chez toute la communauté des data journalistes. C'est vrai qu'en France, on a une multitude de sondages, ce qui fait une multitude de points sur le graphique de l'AFP. Mais du coup, peut-être qu'on peut se réjouir de cette multitude. C'est juste pour rappeler que, effectivement, voilà, le sondage, c'est une photo selon une méthodologie à un instant T. Et que voilà, on les donne parce que voilà, il y a une sorte de culture du sondage, mais je pense que ça a permis, pour la France, en tout cas pour cette élection, d'être peut-être, on les a regardés, hein, les sondages, mais peut-être, en tout cas, j'ai entendu, il m'a semblé plus, notamment de réflexion sur cette marge d'incertitude qu'on ne montrait plus, qu'on a remontré. Donc, je pense qu'effectivement, cet exemple américain a peut-être nous a servi de leçon à tous. Oui, en y réfléchissant, je me dis qu'il y a peut-être aussi une différence sur le type de données, c'est notamment sur les données ethniques. Que là, pour le coup, on peut regarder aux États-Unis précisément sur tout un tas de sujets comment se positionne la communauté afro-américaine. C'est des choses qu'on peut pas faire en France. Donc voilà, c'est tout un débat. Mais je pense que c'est vraiment on le voit bien hein, sur les projets anglo-saxons. Il y a beaucoup de sujets. La granularité des données. Par origine ethnique, tout à fait. Et justement, quel conseil donner sur la formulation de données, je ne vais pas dire peu fiables, mais qu'il faut prendre avec des pincettes? Comment, en tant que journaliste, on formule ça pour le lecteur sans je ne sais pas comment dire, sans le balader. Moi, j'espère, je trouve que ça se fait là aussi de plus en plus. Je pense que notre métier, c'est chiffres, c'est pas la vérité, c'est des constructions sociales, politiques, humaines. Donc, je pense que notre travail de data journaliste, c'est au-delà des productions qu'on fait en mettant les précautions d'usage, en espérant que les gens lisent les notes sous les graphes, ce qui n'est pas toujours le cas, ou en essayant de faire aussi des modules, peut-être plus, dans le monde anglo-saxon, on parle beaucoup de la data literacy, c'est-à-dire effectivement cette acculturation à la donnée. C'est vrai qu'en France, je pense qu'elle est très très en retard, parce que je pense que les données sont encore assimilées aux chiffres, aux statistiques, ce truc qu'on fait à un moment en mathématiques, mais c'est vrai qu'on n'a pas de culture, je trouve, très développée sur aujourd'hui un citoyen et la donnée, ma donnée personnelle dans mon téléphone, la donnée du sondage. En fait, on est entouré de données et en tant que citoyen, c'est pas parce que je vais pas faire une école d'ingénieur que je ne dois pas être sensibilisé à la donnée. Donc je pense que peut-être que là, on a aussi un rôle, on le fait dans l'éducation des médias, aussi une acculturation à la donnée. Au-delà de nos productions où on essaie effectivement de mettre tous les warnings possibles. Mais je pense que c'est un travail d'ensemble en fait. Ouais, mais j'ajouterais juste le mot transparence, en fait. C'est peut-être tout bête, mais en data, c'est comme pour le reste. Comment a été construit ce sondage? D'où est-ce que vient la donnée? Quelle est la méthodologie de ma source? C'est fondamental. Et effectivement, les notes de bas de page, parfois, sont mal lues. Alors, si j'ai un doute de quelque chose, c'est pas grave. Je remonte le truc en haut du graphique. Moi, en infographie fixe, je le fais très régulièrement. C'est pas joli, ça vient avant la visualisation, mais c'est le warning. Voilà, cette donnée, j'estime qu'elle est intéressante, donc je la publie. En revanche, la source a sa méthodologie, ses choix, que je ne valide pas en fait. Je ne valide pas. Quelque part, je le valide en le publiant, mais je vous précise qu'elle a fait comme ça et vous avez le droit de ne pas être d'accord. Voilà, la transparence. Merci beaucoup. On arrive à la fin de notre session. Est-ce que on pourrait faire un mot de la fin, chacun? Une remarque ou un conseil, une envie, une angoisse à partager avant de dire au revoir à tout le monde? Si en tout cas vous êtes là à 9h15 pour écouter Data et Politique, moi je trouve que c'est un bon début. Sachez que c'est un monde hyper passionnant, hyper challengeant en tant que journaliste en fait, parce qu'il y en a de plus en plus des données et du coup ça nous soumet à plein de nouveaux défis. Donc voilà, allez-y, hein. Dans la donnée on s'amuse. Et c'est pour ça qu'en début de session je parlais un peu d'un sport. En vrai, le data journalisme et spécifiquement quand on parle d'élections, de politique, etc., c'est un peu ça, quoi. On s'entraîne pendant des mois, on essaie de préparer nos performances au max, puis arriver le jour J, la course finale, on essaie d'être les premiers au sprint et de faire un truc éclatant. Voilà. Un sport de combat, comme qui dirait. Non mais moi, juste pour prolonger ce que disait Simon,
ne retweetez pas, si vous êtes journaliste, des choses où, selon une étude, ne retweetez pas sans avoir été vérifié quelle est cette étude, c'est quoi la méthodologie. Il y a beaucoup de com aujourd'hui qui est faite, qui se présente comme des études, et derrière ça tient pas la route, quoi. Voilà. Mais justement, quelque chose en rapport à ça, avec ce qui se passe en ce moment aux États-Unis et le retour sur les politiques d'accès à l'avortement, le slogan dans les manifestations, c'est « Quote your source », c'est « Cite ta source ». Selon des études, l'avortement, blablabla. Dis-moi, c'est qui ta source? Là, c'est imparable. Mais complètement, en fait, ce que tu dis, ça m'inspire. Le data journalist nous permet de sortir du chiffre du communiqué. Voilà, le chiffre qu'on va vous mettre en avant et que vous n'allez pas pouvoir vérifier si vous n'avez pas accès aux données brutes. Nous, on passe notre temps à réclamer les données brutes. Quand on nous donne des infos, des machins, on veut aller voir les données brutes, on veut aller vérifier, valider la méthodologie. Et donc, en ce sens, en politique comme ailleurs, c'est là qu'on fait un métier génial. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de faire une confiance aveugle, parce qu'on a développé des techniques, des compétences qui nous permettent de double vérifier des choses, de creuser, et d'aller et de se sentir encore plus près et proche de la source de l'info. Et c'est ça qu'on cherche. Super, merci beaucoup. Voilà, Merci. On est dans les temps, c'est merveilleux, il est 45. Alors, dans cette salle, à 11h, il y a donc un autre débat qui est sur qu'est-ce qui se passe quand les journalistes se trompent et comment on rectifie. Au pilori sur Twitter.